Bonjour et bienvenue dans Automobile Propre, le podcast zéro émission qui s'écoute le temps d'une recharge. Le monde de la voiture électrique et de l'électromobilité est en pleine révolution, nous vous le racontons. Automobile Propre est un podcast bimensuel co-animé par Johan Nussbaumer, fondateur et CEO d'Automobile Propre et de ChargeMap. Bonjour Johan. Bonjour Eric, bonjour à tous. Et Michael Torregrossa, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Bonjour Mika. Bonjour. Et moi-même, Éric Dupin, éditorialiste sur Automobile Propre. Ce programme est diffusé le premier et le troisième jeudi du mois. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Spotify, Google Podcast ou toute autre plateforme d'enregistrement et de diffusion de podcasts. Et surtout, n'oubliez pas de le noter sur toutes les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous faire connaître et donc de nous soutenir. Alors, bienvenue aujourd'hui dans le numéro 0. On est un peu ému, on a un petit peu le trac. Vous nous pardonnerez les quelques imperfections. Ce numéro 0, eh bien voilà, c'est un numéro qu'on a enregistré cette semaine, la dernière semaine de juillet, avant que tout le monde parte en vacances pour se faire la main. Et puis, on a décidé quand même de le diffuser. Et donc, si vous voulez nous donner vos avis, nous faire des retours, vous n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire à podcast@automobilepropre.com. Pour vous présenter un peu ce podcast, alors c'est un podcast qui va se décomposer en quatre rubriques en fait. Tout d'abord, la première rubrique, c'est les news, c'est-à-dire qu'on va commenter trois actualités de la dernière quinzaine, trois actualités importantes et saillantes de la dernière quinzaine. Alors il y aura probablement un peu de subjectivité ou d'arbitraire, mais il faut bien faire des choix et choisir c'est renoncer aussi. Donc on va choisir des actualités qui nous semblent les plus significatives de l'évolution de l'électromobilité. La deuxième rubrique, c'est une rubrique insolite. On reviendra sur une info étonnante des derniers jours, et on sait que dans le monde de la voiture électrique, ça ne manque pas. On a toujours des petites surprises qui sont assez amusantes, même parfois. La troisième rubrique, c'est le focus. Donc là, on revient et on débat sur une actualité marquante de la quinzaine. Et enfin, une quatrième rubrique qui est une question plutôt d'ordre technique qu'on est allé piocher soit dans le forum du site, soit dans les commentaires, soit dans des questions que vous avez pu nous poser en direct à travers tous les canaux par lesquels vous pouvez nous contacter, email, réseaux sociaux, etc., etc. Bon, c'est parti pour les infos de la quinzaine. On a retenu 3 infos donc pour cette quinzaine qui nous ont paru importantes. La première, c'est Tesla qui rend la conduite autonome FSD disponible par abonnement. Alors on sait que cette option est une option relativement coûteuse sur les Tesla qui permet d'avoir ce que Tesla appelle l'autopilot avancé, c'est-à-dire le FSD. Le FSD, c'est l'acronyme de Full Self Driving, qui signifie en fait un certain nombre de fonctionnalités dont se targue d'ailleurs la marque californienne comme étant très très avancée. Et cette option est disponible pour 7 500 € dans le configurateur Tesla France. Et donc la nouveauté, c'est que Tesla va proposer cette option non pas à l'achat, mais en location à la demande. Johan, est-ce que tu peux nous éclairer sur le sujet ? Ouais, effectivement, en fait, c'est un changement assez important chez Tesla, qui était quand même attendu en fait par les propriétaires et par les fans. C'est vrai que les 7 500 €, quand on doit les régler en début, quand on achète sa voiture, finalement, c'est un choix qui est pas évident en fait, parce que vous dites, est-ce que je vais vraiment en avoir pour mon argent ? Donc c'est un choix qui est pas évident. C'est souvent une question qu'on me pose quand des gens autour de moi cherchent à passer chez Tesla, à acheter une voiture. Ils me disent, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'il faut prendre cette option ? Donc moi, j'ai toujours déconseillé parce que j'estime qu'aujourd'hui le produit est pas encore tout à fait abouti. Mais c'est vrai que là, du coup, avec un forfait, alors à 200 € à peu près par mois, ça va permettre de tester en fait l'option. Pour rappel, ce qu'il y a dedans, en fait, c'est la navigation en autopilote, c'est le changement de voie automatique, le parking auto, la sortie auto intelligente et la reconnaissance et la réaction aux feux de signalisation ou aux panneaux stop. Par contre, la conduite automatisée en ville n'est pas encore disponible. Donc c'est pas du full autopilote où vous rentrez une destination et vous allez absolument partout sans toucher le volant. D'autant plus en Europe où il y a un certain nombre de contraintes réglementaires qui font que la technologie peut être bridée. Donc voilà, le fait de passer sur un forfait à 200 € par mois, ça rend la technologie plus abordable, ça permet de la tester sans dépenser plusieurs milliers d'euros, et ça permet aussi d'évaluer les progrès que va faire Tesla, puisque cette technologie est quand même pas aujourd'hui finalisée.
D'ailleurs, Elon Musk avait communiqué sur un certain nombre de difficultés pour arriver au full autopilote. Donc voilà, ça permet à Tesla de continuer à engranger des revenus autour de cette option qu'à mon avis peu de gens choisissent. Et là, au final, même les geeks, je vois bien les geeks craquer. Allez hop, ce mois-ci je mets 200 € pour tester la dernière évolution du produit. Donc voilà, je pense que ça fera des revenus supplémentaires pour Tesla. Est-ce que Johan, pardon, est-ce que cette fonctionnalité sera disponible à la demande, c'est-à-dire je prends l'option un mois et puis le mois suivant j'en ai pas besoin, je la prends pas, ou est-ce qu'il faudra quand même s'engager sur une durée? Pour l'instant, on n'a pas de précision par rapport à ça, à ma connaissance, mais on peut imaginer que ce sera au mois le mois. Ça permettrait en tout cas par exemple de tester sur un long trajet, départ en vacances, etc. Et peut-être de pas l'utiliser dans la vie de tous les jours. Ouais, parce qu'en fait, c'est effectivement une fonctionnalité qui. Alors, est-ce que c'est pas une initiative qui pourrait se retourner un peu contre Tesla dans la mesure où c'est une fonctionnalité qu'on va utiliser finalement pas très souvent. Les gens qui utilisent leur voiture au quotidien sans rouler énormément peuvent très bien s'en passer et peuvent peut-être en avoir besoin juste un mois par an pour les vacances, en disant voilà, là je pars en vacances, je vais assurer un trajet serein, confortable et dans la plus grande sécurité. Et du coup, je souscris à l'option pendant un mois, mais après en septembre, je rentre de vacances, j'utilise plus ma voiture très souvent, donc je me désabonne à cette option. Donc où est-ce qu'on aura une durée, un engagement minimal de, je sais pas, 12 mois, 24 mois? Michael, t'as des infos là-dessus ou pas? Tesla nous a habitués à tester les prix, comme il le fait avec ses voitures. Je pense qu'il va faire des promotions, des gestes commerciaux. Ils vont publier des messages en disant attention, ça augmente, ça passe à 300 € le mois prochain. Voilà. Donc je pense qu'ils vont vraiment tester le tarif. Mais à mon avis, ce sera que du plus. Pour rappel, c'est que du logiciel. Donc toutes les voitures ont déjà tout le matériel pour faire ça. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui prenait l'option jusqu'à présent. Donc à mon avis, ils vont vraiment étendre le nombre d'utilisateurs qui vont l'utiliser. Et à mon sens, ça va devenir une ligne de revenus potentiellement assez importante chez Tesla. Et ça va leur permettre de gagner de l'argent en fait sur toute la durée de vie de la voiture et pas uniquement au niveau de la vente. Et ça, on sait que pour une entreprise, c'est vraiment quelque chose d'important au niveau du business model. D'accord, donc théoriquement, on en saura plus en respectant le fameux Elon time, comme on dit, c'est-à-dire les annonces, la différence, le gap et le délai entre les annonces d'Elon Musk qui sont assez fréquentes, on va dire, et puis la réalité de l'arrivée de ces fonctionnalités auprès des clients et des consommateurs. Mika, tu voulais ajouter quelque chose ou on passe au sujet suivant? À ce stade, on ne sait pas encore si l'option va arriver en Europe. Alors, je pense qu'il y a des fortes chances que ce soit le cas parce que Tesla a pour habitude de toujours tester sur le marché américain ce qui va lancer après en Europe. Et moi, la question que je me pose, c'est que nous, on a l'option FSD autopilote, le full autopilote. On a aussi une option intermédiaire qui n'est pas disponible aux États-Unis, c'est l'autopilote amélioré qui ajoute déjà pas mal de fonctions. Et je me demande si en fait, ils vont aussi proposer cette formule d'abonnement sur cette autopilote intermédiaire ou s'ils vont seulement la réserver sur le système FSD. Donc ça, on verra bien, mais en tout cas, je suis curieux de voir comment ils vont travailler. Mais en tout cas, Tesla ouvre encore une fois la voie à ce que veulent faire beaucoup de constructeurs, à savoir proposer des services autour de la voiture et des abonnements. Et je sais que Volkswagen y travaille, il y a beaucoup de marques qui y travaillent. Et maintenant, comme toutes les voitures vont être connectées et pourront être mises à jour à distance, c'est quelque chose qui va être possible. Donc voilà, Tesla, encore une fois, est précurseur là-dessus. Donc en fait, ça devient un petit peu comme tous les constructeurs aujourd'hui qui essayent de s'inscrire un peu dans ce mouvement de la mobilité as a service ou en fait devenir des opérateurs de mobilité plus que seulement des constructeurs automobiles. Pour finir sur le sujet, il faut quand même rappeler que la technologie est prête, elle est disponible en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, le fait qu'on ait une technologie relativement bridée, par exemple en Europe effectivement sur une Tesla, même si on a le full FSD, c'est uniquement pour des questions et des raisons réglementaires. Sinon, la technologie est prête. Tesla en a fait assez fréquemment la démonstration et permettrait effectivement cette technologie aujourd'hui telle qu'elle est conçue d'aller à un point A à un point B pratiquement juste en indiquant la destination dans le GPS et sans s'occuper de toucher ni le volant ni les pédales. Donc effectivement, on est plus là dans une question de réglementation qu'une question technologique, même si la technologie effectivement demande à être sans arrêt améliorée, ce qu'a effectivement reconnu Elon Musk récemment.
Deuxième sujet, toujours. Alors, on est toujours un petit peu en comparaison avec Tesla. On est désolé, hein, les amis, mais en fait, l'actualité cette semaine et ces 2 dernières semaines a mis en exergue quelques points qui, forcément, nous font toujours un peu passer de façon directe ou indirecte par la case Tesla. Cette deuxième actu, c'est Volkswagen, le groupe Volkswagen, donc qui compte dépasser Tesla justement dès 2025. Alors 2025, c'est demain, hein, donc c'est vraiment très très rapide. On sait que Volkswagen a démarré assez fort dans le secteur de l'électromobilité en lançant successivement 2 modèles. La VV ID3 et puis l'ID4, qui est une déclinaison un petit peu SUV compacte de l'ID3. Et c'est des voitures dont les ventes, excusez-moi, ont bien démarré. Et donc, le groupe Volkswagen, avec sa puissance financière, sa puissance marketing et on va dire sa puissance de feu, affiche de très fortes ambitions. Et donc, n'hésite pas à dire qu'il souhaite et peut-être va dépasser Tesla dès 2025. Alors c'est une annonce, c'est très général hein, comme phrase. On peut l'interpréter de plein de façons. Mika, toi qui connais bien le sujet et les marchés, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Volkswagen, c'est quand même un petit peu, c'est un rouleau compresseur, mais ça a mis du temps à se mettre en marche, mais maintenant on sent qu'ils veulent avancer. Ils multiplient les annonces. On a eu il y a quelques mois, on a eu le Power Day, qui était l'équivalent du Battery Day de Tesla, où ils ont annoncé 6 Gigafactory, donc ils mettent en place l'industrie pour derrière produire en masse des batteries et des cellules qui seront unifiées et identiques à l'ensemble des modèles du groupe, parce que Volkswagen, c'est aussi les marques Audi, Skoda, Seat, ils ont un panel de marques qui est gigantesque. Et plus récemment, il y a eu le plan New Auto, où là, ils annoncent carrément, ils ont à peine lancé la plateforme MEB pour la partie véhicule électrique, ils annoncent déjà une autre plateforme, la SSP, qui, elle, sera encore plus modulaire et qui pourra toucher encore plus de véhicules. Donc c'est vrai que Volkswagen se met en place pour produire des millions de voitures électriques à travers le monde. La question c'est à quelle échéance ils vont arriver à tenir ces objectifs-là, sachant que en Europe, bon effectivement l'ID3 démarre bien, mais en France elle reste dépassée par la Tesla Model 3. En Chine l'ID4 c'est compliqué, le démarrage est un peu compliqué aussi, donc je pense que effectivement, et en fait ça rejoint ce que font tous les constructeurs en ce moment, c'est que ils sont en train de travailler sur des plateformes unifiées, des batteries, des cellules uniques, parce que la réduction des coûts va être importante dans les années à venir. Et c'est vrai que Volkswagen, ils mettent les moyens pour y arriver. Après, est-ce qu'ils arriveront en 2025 ou avant ou après, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, Volkswagen a la force de frappe parce que c'est un groupe avec plusieurs marques automobiles et ils vont taper très fort. Quand on parle de Volkswagen, on est d'accord que là, on parle réellement du groupe Volkswagen ou seulement de la marque des véhicules Volkswagen? Il me semble que c'est l'annonce porte sur le groupe. Hein. Si c'est Herbert Diess qui a parlé, c'est le groupe. Oui, effectivement. Donc ça veut dire qu'on rappelle que le groupe Volkswagen, c'est quand même beaucoup de marques. C'est VW, c'est Audi, c'est Skoda, si je ne m'abuse, c'est Seat, et puis plein d'autres petites marques, enfin des marques un peu moins généralistes, on va dire, et puis Porsche évidemment. Donc le démarrage effectivement s'est fait réellement depuis 1 an, on va dire, avec l'arrivée des premières Audi e-tron, Porsche Taycan, et puis les arrivées cette année de l'Audi e-tron GT, la version berline sportive, et puis VW Volkswagen ID3, ID4, et effectivement la gamme s'élargit de façon assez conséquente, et il se passe pas, on va dire, 1 semaine ou 1 mois sans qu'on ait une annonce pour une nouvelle voiture, un nouveau modèle qui arrive. On parle de quoi là, chez VW, d'une ID6 ou d'une ID8, non, un gros SUV, c'est ça? Oui, il y a une ID8 qui serait sortie, qui serait sans doute réservée au marché américain et qui serait l'équivalent de l'Atlas qu'on n'a pas chez nous. Donc ce serait un SUV électrique XXL. Donc vraiment, ils investissent tous les segments et la prochaine étape, et ce sera peut-être l'ID1 ou l'ID2, c'est d'avoir une voiture qui sera du gabarit de la Polo et qui, elle, normalement, arrivera en 2024 ou 2025. Donc ils veulent vraiment être sur tous les segments. On rappelle aussi que le développement de l'électrique chez les constructeurs devrait aussi passer par une infrastructure de charge. Et si Volkswagen n'a pas sa propre infrastructure de charge à proprement parler aujourd'hui, ils sont un membre actif du consortium Ionity, et à ce titre peuvent se targuer aussi de proposer en même temps le produit, la voiture, et en même temps l'infrastructure à leurs clients.
Après, moi, j'ai envie de dire par rapport à ça, encore heureux que Volkswagen dépasse Tesla en 2025. Enfin, ça me semble pas être non plus, comment dire, quelque chose d'extraordinaire. Je trouve qu'ils sont à la bourre depuis 10 ans par rapport à Tesla sur le sujet de l'électrique. On n'en attend pas moins d'un groupe gigantesque comme eux avec autant de marques, etc. Donc, je pense qu'il faut garder à l'esprit que voilà, c'est un groupe énorme qui s'est fabriqué des voitures à l'échelle industrielle, ce que n'était pas forcément Tesla à ses débuts, et on sait que la montée en puissance est pas évidente. Donc voilà, en tout cas moi j'en attends pas moins de Volkswagen, et j'ai l'impression qu'on va se retrouver un peu comme dans la fameuse guerre entre les Mac et les PC, où finalement Apple est un constructeur qui compte, mais qui ne fait pas l'essentiel des volumes sur les marchés où il est présent. En tout cas, c'est pas le premier fabricant de smartphones, et j'ai l'impression que pour Tesla, ça va être un peu la même chose. Oui, alors c'est vrai que c'est une petite digression, mais c'est ma vision et je l'ai défendue et exprimée assez fréquemment quand j'en ai eu l'occasion. Je pense effectivement que Tesla rentrera un petit peu dans le rang dans les prochaines années et aura probablement, un peu comme Apple, une part de marché qui pourra s'établir entre 12 et 15% du marché de la voiture électrique, sachant que tout le monde, c'est ce qu'on disait au départ, le premier smartphone en 2007, le soi-disant premier smartphone, parce qu'on sait que c'était pas le premier, mais le premier smartphone connu comme tel auprès du grand public en 2007, c'était l'iPhone. Donc il occupait à lui seul tout le marché, et aujourd'hui l'iPhone représente, je sais pas, c'est 12, enfin c'est moins de 20% de part de marché derrière des géants comme Samsung, Huawei, Xiaomi, etc., etc. Donc je vois effectivement, un avenir à Tesla un petit peu dans le même registre. Troisième sujet, et qui nous relie effectivement toujours à Tesla, mais là c'est vraiment une grosse news. On l'a gardé un peu pour la fin de cette rubrique parce que c'est, à mon sens, alors je peux me tromper, mais c'est quand même une information énorme, c'est que Elon Musk a confirmé récemment, toujours pareil, par un tweet assez peu loquace, mais que Tesla allait ouvrir ses superchargeurs à d'autres constructeurs, à d'autres marques. Donc je pense que c'est une news qui vient de sortir, et donc on n'a pas encore mesuré exactement la déflagration, mais ça peut vraiment redistribuer les cartes et changer la donne en matière d'électromobilité. Mika? Oui, effectivement, ouvrir les superchargeurs à tous, ça fait longtemps qu'on en parle. Elon Musk, il y a déjà quelques années, avait dit je suis prêt à les ouvrir, mais discutons avec les constructeurs et donnez-moi de l'argent pour que je puisse ouvrir mes superchargeurs. Ce que fait finalement Ionity, avec des tarifs préférentiels pour les marques qui soutiennent le réseau. Maintenant, la question, c'est de savoir comment ça va être mis en place. Est-ce que c'est avec tous les constructeurs ou avec seulement quelques marques? Parce que le tweet d'Elon Musk, il parle pas de tous les véhicules électriques. Donc, en fait, ça suscite autant de questions que ça n'apporte de réponses à ce tweet d'Elon Musk qui a toujours tendance à enflammer la toile et qui finalement fait écho à une première annonce qui avait eu lieu il y a quelques semaines où Tesla avait avait annoncé ouvrir ses superchargeurs en Norvège, mais seulement certaines stations qui profitent de financement public. Et pour profiter de financement public, il faut que les stations soient ouvertes à tous. Voilà. Après, la question, c'est comment ça va se passer, avec quelle marque. Enfin, moi, je suis quand même pas forcément convaincu que Tesla dise du jour au lendemain, j'ouvre mon réseau superchargeur à tout le monde et puis c'est la fête. Parce que qu'est-ce qu'on peut imaginer comme scénario, justement? Parce qu'il y a plein d'hypothèses, en fait. Il y a plein d'hypothèses. Moi, à mon avis, il ouvrira peut-être pas toutes les stations, peut-être pas tous les superchargeurs sur les stations. Il va peut-être faire un système calqué sur le réseau recharge à destination où seulement une partie des bornes est réservée aux véhicules des autres marques. Et je pense qu'il y aura également une différence sur la tarification. On le voit sur Ionity, les partenaires du réseau, ils ont des accès privilégiés avec des cartes d'abonnement où ils payent, je crois, 30 ou 35 centimes du kilowattheure, alors que ceux qui ne font pas partie du réseau payent 80 centimes. Donc je pense qu'il y aura quand même cette différence-là. Sinon Tesla va scier la branche sur laquelle il est assis, notamment, et ce gros avantage que sont les superchargeurs pour les acheteurs. Et puis, il peut se passer aussi effectivement un effet de bord pour Tesla, mais s'ils le font, ils y auront certainement réfléchi. C'est que aujourd'hui, Tesla a une clientèle forcément captive, entre guillemets, parce que justement le réseau et l'infrastructure qui fait que même des gens qui sont pas forcément des fans de la marque, mais qui ont envie de rouler en électrique, roulent en Tesla parce qu'ils savent qu'ils sont tranquilles avec le réseau superchargeur. Et dans ces clients-là, il y a aussi des gens qui ont peut-être envie de
d'aller vers une autre marque, de tester d'autres marques, et qui vont peut-être à l'aune de cette annonce, quand elle sera concrétisée, quitter Tesla pour rejoindre une autre marque, en sachant qu'ils bénéficieront quand même de l'avantage qu'ils ont connu des superchargeurs Tesla, quitte à payer un peu plus cher. C'est peut-être un peu... Je pense que par rapport à tout ça, il y a quand même d'autres paramètres à prendre en compte. On parlait tout à l'heure des aides publiques. Peut-être que Tesla a compris aussi que pour bénéficier d'aides publiques à l'installation des bornes et vraiment déployer son réseau de façon encore plus massive, il allait de toute façon avoir besoin d'ouvrir à d'autres constructeurs, au grand public. Et donc, c'est peut-être une stratégie aussi pour étendre vraiment encore plus fortement le réseau de superchargeurs, le rentabiliser. Et je pense que, j'imagine qu'il y aura de toute façon une discrimination par le tarif en disant, vous êtes propriétaire d'une Tesla, vous payez moins cher. Vous êtes propriétaire d'un véhicule d'une marque avec laquelle on a un accord, vous payez un certain prix. Et pour les autres marques, vous payez ce prix-là. Le prix fort. Donc je pense qu'il y aura aussi une discrimination sur la tarification et que tout ça, à mon avis, devrait permettre à Tesla de générer des revenus, d'encaisser des aides publiques qui vont permettre de financer un déploiement beaucoup plus fort du réseau. Et donc Tesla, à mon sens, va devenir le propriétaire, il l'est déjà, je pense, de la plus grosse infrastructure de recharge de la planète, et il va continuer en fait à pouvoir développer cette vision-là avec des fonds supplémentaires. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Tesla se positionnerait comme un opérateur de mobilité électrique davantage que seulement un constructeur de voitures, avec tous les services qui vont avec. On a parlé tout à l'heure de l'option à la demande de l'autopilot. Là, on parle de éventuellement mettre son infrastructure de recharge à la disposition d'autres marques. Donc on voit que les choses évoluent et qu'elles vont certainement probablement évoluer très vite, et finalement pour le bien de tous, c'est-à-dire pour le bien des consommateurs, peut-être pour le bien un petit peu du climat et de la planète aussi, même si on sait que certains contestent le côté vertueux des voitures électriques, mais en tout cas on sait que à l'utilisation les voitures n'émettent pas sont zéro émission, donc de toute façon à l'utilisation on tirera des avantages certainement de cette position. Alors justement, ça nous amène au sujet suivant, qui est le sujet un petit peu insolite. Alors là, on n'est pas vraiment dans de l'insolite, mais on voulait revenir sur ce sujet parce que c'est pareil, ça dit beaucoup de choses sur l'électromobilité et sur la façon dont les choses évoluent et dont les électromobilistes se comportent. C'est cette petite enquête qu'a menée justement Automobile Propre cette semaine sur l'affluence constatée sur une station justement Ionity en plein week-end de juillet. Et donc, Automobile Propre a envoyé un enquêteur et qui s'est rendu à la station Ionity de l'aire de Kergouët, qui se dresse en Bretagne entre Rennes et Saint-Brieuc. Et c'était l'occasion de faire le guet pour constater l'affluence en plein week-end de juillet. Donc, je vous invite à lire l'article si vous ne l'avez pas déjà fait. Ce qui est intéressant, c'est que notre collaborateur à inviter les lecteurs à réagir et à faire part de leur propre expérience, en plus de toutes les expériences qui sont relatées dans cette enquête. Et c'est très intéressant parce que on voit qu'on a énormément d'électromobilistes qui au passage sont des lecteurs d'Automobile Propre. Là, on a plus de 100 commentaires avec des témoignages très intéressants. J'ai repéré une tendance quand même, c'est que je trouve que dans l'ensemble, c'est relativement positif. On a des expériences, forcément, parfois des petits coups de stress, des déceptions, des bornes qui marchent pas, que ça soit chez Ionity ou chez d'autres. Mais d'une façon générale, la tendance est plutôt à dire que le voyage en voiture électrique devient, on va pas dire de plus en plus facile, mais en tout cas peut-être un petit peu moins compliqué qu'il y a encore seulement quelques mois. Qui est-ce qui veut réagir sur ce sujet ? Moi, je peux donner quelques informations. Effectivement, on s'inquiétait tous de voir le réseau un peu disjoncté cet été avec l'affluence, parce qu'il y a quand même 100 000 voitures électriques de plus par rapport à l'été dernier. Donc, on se dit comment ça va se passer sur le réseau de charge. A priori, pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, même si effectivement, il y aura sans doute des points de tension sur certaines stations, notamment à l'heure du déjeuner et les samedis, dimanches. Il faut suivre bison futé finalement.
mais ça a l'air de bien se passer. Cette configuration avec plusieurs bornes, bah, forcément, ça rassure tout le monde. Bah, ça permet de limiter le temps d'attente et ça permet aussi, si une borne ne fonctionne pas, de pouvoir aller sur celle d'à côté. Donc non, a priori, ça se passe pour l'instant assez bien. Bah, je confirme, côté ChargeMap, on est un observateur privilégié de tout ce qui se passe au niveau de la recharge sur les bornes publiques. Nous, on voit quand même vraiment une très forte progression du nombre de recharges qui sont effectuées, donc sur les réseaux dont on est partenaire et dont le réseau Ionity. Et donc effectivement, ça se passe plutôt bien. Je pense qu'on mesure pas en fait l'apport incroyable qu'a eu le réseau Ionity pour les gens qui ne roulent pas en Tesla. Parce que avant, très franchement, les réseaux étaient pas bons du tout. On se basait encore sur le réseau Corridor qui n'avait qu'une seule borne par emplacement, avec du coup une vraie problématique dès lors que la borne était HS, il y avait pas de solution de backup. Donc le fait que Ionity vienne avec finalement beaucoup de moyens, hein, beaucoup plus que ce qui a été mis dans le réseau Corridor, voilà, ça a permis de vraiment simplifier et fiabiliser les trajets en véhicule électrique avec un réseau haute puissance qui fonctionne plutôt bien. Alors il y a des petits couacs parfois, mais globalement il fonctionne plutôt bien et c'est un apport énorme en fait dans la tranquillité d'esprit des conducteurs. Et d'autres acteurs vont arriver sur le marché dans les mois et les années qui viennent sur de la charge rapide. Et je pense que tout ça va continuer à se fiabiliser et progressivement on va pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement. Il y aura toujours des petits points de tension, notamment lors des départs en vacances, mais globalement la situation s'améliore vraiment franchement. Oui, et c'est quelque chose qu'on sentait, qu'on a déjà d'ailleurs eu l'occasion de dire sur Automobile Propre à plusieurs reprises, c'est qu'on sent que aujourd'hui on est en train d'assister à un alignement des planètes pour que tout fonctionne bien, sans être démesurément optimiste et en étant tout à fait réaliste. On constate que ce qu'on pensait voir arriver est en train d'arriver, c'est-à-dire que d'ici maximum 2-3 ans, la question pratiquement qui est aujourd'hui une question centrale de fait des trois éléments, c'est-à-dire la vitesse de charge, l'autonomie et puis la puissance et la disponibilité des infrastructures, est en train de se régler peu à peu. Alors Ionity, effectivement, je crois que aujourd'hui c'est pas loin, c'est aux alentours de 80 stations en France. Si on veut comparer à Tesla, on a en moyenne sur les stations Ionity entre 4 et 6 bornes, 4 et 6 stèles, alors que sur Tesla, on est plutôt entre 8 et 20. Donc Tesla, gros avantage Tesla sur ce point, mais en termes de répartition des superchargeurs, ce qu'on peut appeler des chargeurs Ionity, Ionity n'est pas mal du tout. J'ai fait un peu le compte sur un axe, par exemple Paris-Méditerranée, Paris-Monaco. On a pratiquement, je crois, autant de stations Ionity que de stations Tesla. Même si Tesla vient d'en ouvrir 2 récemment, notamment une au nord de Lyon qui est très très pratique pour les Lyonnais et que j'ai eu l'occasion de fréquenter avec des chargeurs V3 à 250 kW. Mais d'une façon générale, effectivement, les infrastructures sont en train de se développer. Alors moi, je relate juste, puisque je parle de Tesla et de mon cas personnel, et je fais juste une petite parenthèse. L'an dernier, lors de départ en vacances, c'était pas forcément le plus gros week-end. J'ai fait donc un trajet qui allait de Lyon jusqu'en Vendée et je suis passé et après juste dans les Landes, donc j'ai fait un road trip assez large et j'ai quand même constaté 3 superchargeurs qui étaient complètement saturés, superchargeurs Tesla, et d'ailleurs qui sont en travaux actuellement d'élargissement. Le superchargeur de Clermont-Ferrand auquel on est arrivé et donc les 8 bornes, de mémoire il y a 8 bornes, étaient prises avec 8 Tesla en charge, avec notamment des Model S d'ancienne génération qui sont assez lentes à charger, donc qui occupent les bornes pendant pas mal de temps, et on avait une queue devant nous de aussi 7 ou 8 Tesla. Donc ça a été un peu long, c'est pas grave, on était en vacances, c'était l'heure du déjeuner et finalement on a attendu en gros, finalement pas tant que ça, on a attendu en gros un peu plus d'1 heure entre le moment où on est arrivé et au moment où on est reparti charger. Ça inclut prendre un café au Novotel, manger, déjeuner, etc. Donc c'était pas dramatique. Et rebolote en arrivant à la station au superchargeur Tesla de Saintes, juste avant de prendre le pont de l'île de Ré. Pareil. Donc là, c'était même un peu plus, puisque je crois aussi qu'il y a 8 bornes et il y avait une bonne dizaine. Les 8 bornes étaient occupées et il y avait une dizaine de voitures qui attendaient.
C'est la seule fois où j'ai vu une saturation. C'était en août 2020. En dehors de ça, j'ai jamais été confronté à ce genre de problème. Alors un autre sujet qui est le focus de cette semaine. Alors ça, c'est un peu un choc, notamment chez les constructeurs automobiles. C'est que l'Europe va imposer le zéro émission dès 2035. Donc ça veut dire que à partir de 2035, théoriquement, les constructeurs automobiles n'auront plus la possibilité ni le droit de construire des voitures émettant quelques formes d'émissions, qu'elles soient propres ou sales d'ailleurs, entre guillemets, et ce qui nous laisse penser que finalement ça sera une obligation en creux de fabriquer exclusivement des voitures électriques. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Johan, est-ce que tu veux nous éclairer sur ce sujet qui fait déjà pas mal réagir, je crois, notamment auprès des constructeurs? Ouais, bah effectivement, en fait, c'est assez incroyable. Même moi, j'ai du mal à y croire. Pourtant, je suis dans la mobilité électrique depuis près de 13 ans. Mais là, a priori, effectivement, on aurait le droit de commercialiser uniquement des véhicules électriques, donc alimentés soit par une batterie, soit par de l'hydrogène, en tout cas une pile à combustible hydrogène. Donc c'est vraiment un choc fort. Ça veut dire qu'on abandonne les moteurs thermiques. Ça veut dire qu'on abandonne les moteurs GNV, qui est finalement une solution qui est plutôt pas trop mal en fait. Donc GNV, en fait, c'est gaz naturel véhicule. D'accord. Donc c'est vraiment des véhicules alimentés au gaz. Et en fait, il y a aussi un risque de perte de savoir-faire en fait sur ces moteurs qui peuvent être utilisés, voilà, dans le cadre d'un mix énergétique. Donc là, on dit quand même non au mix énergétique. Petite précision quand même, tout ça n'a pas encore été validé en fait. C'est pas encore acté à 100%. C'est une proposition, mais on voit bien vers où veut aller la Commission européenne, sachant aussi que on a cet horizon de 2035, mais on a aussi un renforcement en fait des fameuses normes CAFE qui encadrent en fait les émissions polluantes de chaque constructeur. Où en fait, d'ici 2030, ils doivent réduire les émissions polluantes de 55%. Donc ça donne des gammes de véhicules avec des émissions inférieures à 43 grammes par kilomètre. Donc c'est ridiculement petit. Donc pour comparer, on est à combien aujourd'hui? 120? Il me semble qu'on est un peu en dessous des 100, mais je dis en dessous des 100, oui, d'accord. On corrigera si je dis des bêtises. Mais en tout cas, c'est vraiment petit. Du coup, ça veut dire qu'il faut rajouter des véhicules électriques dans les gammes. Je pense notamment aussi aux constructeurs de voitures sportives. Qui eux, pour eux, ça va être compliqué en fait. Tous ces moteurs iconiques qui font la légende de certains constructeurs vont devoir être arrêtés et ils vont. En fait, les normes CAFE s'appliquaient pas aux petits constructeurs jusqu'à présent. Là, ça va être le cas. S'ils font plus de 1000 voitures par an, ils vont être concernés par ces renforcements des normes. Donc tout ça, ça nous emmène vers un nouveau paysage automobile. Dont ne veulent pas forcément en fait la France et l'Allemagne, qui sont aujourd'hui les leaders de l'industrie automobile européenne. Eux, ils poussent plutôt pour une date autour de 2040. Ils demandent l'assouplissement des normes Euro 7 pour pouvoir dire si on met des efforts sur les véhicules électriques, il faut qu'on puisse réduire nos efforts sur les moteurs thermiques. On a vu aussi que Emmanuel Macron plaidait la cause de l'hybride. C'est exactement ça, ouais. Et quid, alors c'est peut-être une question un peu naïve, mais quid des constructeurs qui planchent aujourd'hui sur les carburants de synthèse, comme Porsche par exemple, qui dit on va continuer à émettre des moteurs, à fabriquer des moteurs à explosion, mais qui n'émettront absolument plus aucune particule parce que c'est des carburants de synthèse. Mika? Alors peu de particules, je pense pas. Enfin, il y aura toujours des émissions à l'usage, mais en fait, c'est dans une approche. Eux, ils se mettent dans une approche qu'on appelle du puits à la roue, donc du début à la fin. Où là, effectivement, le fait que le carburant soit produit de façon renouvelable, on coupe le CO2, on réduit drastiquement les émissions de CO2 sur une approche du puits à la roue. Or, l'Europe a acté de baser ses calculs sur des émissions à l'échappement.
Donc là, ça va être très compliqué en fait pour ces filières, toutes les filières renouvelables. En fait, là, elles se prennent un missile à travers la figure et ça va détruire des filières. Encore une fois, c'est pas acté et je pense qu'il y aura des discussions et que ça peut encore bouger. Mais moi, je suis quand même étonné que l'Europe base ses calculs seulement sur une partie du problème, à savoir les émissions à l'usage, et ne tienne pas en compte des approches ACV, donc analyse du cycle de vie complet. Pour faire ces calculs, parce qu'on pourra effectivement identifier d'autres technologies vertueuses en complément de l'électrique et de l'hydrogène. Et je vais donner un exemple très simple, c'est que là aujourd'hui on dit du zéro émission à l'usage, très bien, l'hydrogène, dans ce cas-là c'est une solution zéro émission. Or aujourd'hui le mix de production d'hydrogène il est gris, donc c'est très polluant à produire. Donc c'est très étrange comme approche, et je sais que dans les filières là en ce moment c'est branle-bas de combat pour s'opposer à cette proposition. Est-ce que c'est une décision, enfin c'est une proposition ou un projet qui est porté par une idéologie un petit peu extrême, ou est-ce qu'il y a de la politique là-dessous, ou est-ce que réellement on a affaire à des gens qui connaissent bien leur sujet et qui pensent que c'est la meilleure voie? Alors ça c'est pareil, c'est très partagé. Alors il y en a qui disent que la directive va pas encore assez loin, enfin la proposition va pas encore assez loin et qu'on pourrait le faire plus tôt. D'autres qui disent au contraire que là l'Europe finalement rompt avec son principe de neutralité technologique, même s'il parle pas spécifiquement d'électrique et d'hydrogène, mais bon 100% d'émissions en moins, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais oui, effectivement, c'est un texte qui va être vraiment débattu et qui pose aussi la question de l'infrastructure. Alors, il faut savoir que dans le document, c'est un paquet Fit for 55 je crois qu'il y a 12 propositions, dont la révision de la directive AAFI sur les carburants alternatifs, qui fixe des objectifs aux États membres pour le déploiement des stations GNV, des infrastructures de recharge, des stations hydrogène. Et aujourd'hui, cette directive, la révision, elle me semble pas très ambitieuse, et c'est ce que beaucoup pointent du doigt en disant 2035, 100% de voitures électriques, d'accord, mais il faudra mettre un réseau de charge en place. Et là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a certains pays, notamment ceux les plus riches, qui ont un réseau efficace. Par contre, tous les petits pays, c'est plus compliqué. Et cette politique de 100% électrique en 2035, elle va concerner donc la France, l'Allemagne et compagnie, mais aussi tous les pays au PIB moins important, notamment tout ce qui est Roumanie, Bulgarie et compagnie. Donc, c'est quand même un sacré chantier là. Hein. Et je suis pas sûr que les politiques européens se rendent compte de ce que ça implique. Et encore une fois, pour moi, de considérer que les émissions à l'usage, ça reste une erreur. Ça a un impact incroyable quand même. Hein. Ça a un impact sur toute l'Europe. Donc forcément, en fait, les pays à plus faible pouvoir d'achat, pour eux, ça va être compliqué de mettre tout ça en place. Va falloir effectivement déployer une infrastructure de recharge qui tienne la route, mais vraiment à grande échelle. C'est un effort énorme pour le secteur industriel qui doit bouger finalement assez vite autour de tout ça. Donc ouais, c'est vraiment c'est vraiment fort. Et puis ça pose la question quand même du mix énergétique. Pourtant je suis vraiment un supporter du véhicule électrique, mais je me dis waouh, c'est un mouvement vraiment très très fort. Et est-ce qu'il faut pas quand même garder quelques composantes dans notre mix énergétique pour pouvoir demain avoir d'autres solutions que le full électrique? C'est une vraie question. Brûler du pétrole, pour moi, ça me semble pas être la solution, mais des choses comme le gaz naturel, c'est des solutions qui sont peut-être, faut peut-être pas les jeter à la poubelle tout de suite. D'accord. Donc une déflagration à venir dans le monde de l'automobile, et puis on suivra ça de près pour savoir un peu comment cette proposition ou ce projet va évoluer et dans quel sens, et si les lobbies arrivent à freiner les quatre fers pour que un terrain d'entente soit trouvé dans ce mix énergétique. On va finir cet épisode avec la question de la semaine. Alors c'est une question qui revient très très souvent, hein, c'est presque une tarte à la crème, mais c'est bien aussi d'y répondre parce que tout le monde se la pose, et puisque de plus en plus de gens roulent en électrique, de plus en plus de gens vont se poser cette question. C'est pourquoi la puissance de recharge des batteries s'effondre-t-elle après 80%? C'est-à-dire que j'arrive dans sur un chargeur avec ma voiture électrique, il me reste 20% ou 15% ou 10% de batterie, d'autonomie.
je me branche et ça commence à charger. Alors si je suis sur un chargeur à haut débit puissant, ça peut charger jusqu'à 175 kW, 200, 250 kW selon les marques et les chargeurs. Et on constate effectivement que la puissance de charge n'est pas linéaire, c'est une espèce de crête qui est atteinte assez rapidement en fonction de ce qui reste dans la batterie. Et quand plus on charge, et plus la vitesse de charge diminue. Et après 80%, c'est même plus la peine de rester sur le chargeur parce qu'on perd énormément de temps et on a plutôt intérêt à rouler et à rejoindre un autre chargeur quand on est à entre 10 et 20%. Alors là, quel est le phénomène, sans rentrer dans des détails trop techniques, mais qu'est-ce qui explique cette diminution de la puissance de charge après 80%? Alors, je suis pas un expert des batteries, mais je vais essayer de donner une explication qui soit suffisamment claire et compréhensible. Plusieurs choses. Déjà, la batterie lithium-ion, elle est sensible en fait à la surcharge et à la décharge profonde. Et en fait, ça peut dégrader les éléments chimiques de la batterie. Donc, quand vous allez dans les extrêmes, soit complètement déchargé, soit chargé à 100%, c'est pas idéal. C'est pour ça d'ailleurs que les constructeurs parfois gardent un petit tampon entre eux. Donc il y a une différence entre la capacité totale de la batterie et la capacité utile. En général, il y a un petit tampon. Ça évite d'aller dans l'extrême et de recharger à fond la batterie, ce qui peut l'abîmer. Et donc du coup, quand une batterie recharge, on a les ions de lithium qui quittent l'électrode positive, donc la cathode, et qui sont stockés dans l'électrode négative, l'anode. Et donc il y a un mouvement qui s'opère, et on a l'inverse quand on est en mode décharge. Et donc le remplissage d'une batterie, finalement, on compare souvent en fait à une bouteille d'eau. Quand vous remplissez une bouteille d'eau, au début vous pouvez mettre le robinet à fond, pas de problème. Mais plus vous arrivez vers le haut de la bouteille, plus vous devez commencer à baisser en fait le débit pour pas que tout explose en fait, pour pas en mettre partout. Et finalement une batterie c'est un petit peu la même chose. En fait le système de gestion de batterie, donc ce qu'on appelle le BMS, c'est un pilotage électronique, va réduire progressivement la puissance pour protéger la batterie quand elle arrive autour de 80%. Donc cette limite des 80%, elle peut varier un peu en fonction des véhicules, en fonction des types de batteries, mais globalement, ça c'est le principe directeur. Très bien, merci Johan pour ces explications très claires et merci pour l'image de la bouteille qu'on peut remplir effectivement très vite au début et dont on ralentit le remplissage quand on s'approche du goulot, effectivement. Donc c'est un petit peu l'image qu'il faut retenir. Voilà, c'était donc ce premier épisode qu'on appellera épisode 0 du podcast Automobile Propre. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Automobile Propre, le podcast. En l'occurrence, ça sera plutôt au mois de septembre pour le prochain et premier vrai numéro. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter ce podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Merci à tous de votre attention. À bientôt et passez de bonnes vacances.